Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Vous vous souvenez sûrement de cette date pas si lointaine, le 19 novembre 2025. Eh bien, faites le calcul. On est le 14 décembre aujourd'hui, pile poil. Ça nous ramène à quoi? Quasiment un mois en arrière. Allez, pour chipoter un peu, on pourrait dire 30 jours moins 5, ou 4 ou 3. Bref, pas besoin d'une horloge suisse, l'essentiel c'est que ça fait un bon moment et pas n'importe quel moment. Souvenez-vous, c'est par lui que le scandale Hamlaoui a éclaté. Oui, Yacine Chatta, cet homme dont le nom fait trembler bien des couloirs. Après avoir joué à cache-cache avec les autorités pendant un peu plus de 2 semaines, principalement côté tunisien, il a fini par tomber dans les filets algériens précisément le 18 novembre 2025, juste à la frontière. Ce jour-là, une escouade des services secrets l'a intercepté et direction Alger illico presto. Là-bas, il a été conduit dans une base ultra confidentielle pour être interrogé. Et depuis, silence radio. Pas une trace, pas un mot, pas une ombre. Jusqu'à maintenant, alors qu'on vous parle, plus aucun signe de vie. C'était dans nos émissions phares des 18 et 19 novembre 2025 que tout a été balancé. Un mois s'est écoulé depuis que la première étincelle du scandale Hamlaoui a pris feu déclenché par celui qu'on peut appeler sans trembler le lanceur d'alerte de l'année. Vous vous souvenez? Sur les réseaux sociaux, il a publié non pas un ni deux, mais plusieurs témoignages chocs où il détaillait sans filtre les sévices subis par lui-même et par Hajar Zitoni, ex-journaliste, ex-chef de la com du Croissant Rouge algérien. Son récit glaçant remonte à avril 2024, période où, selon ses dires, elle aurait été arrêtée, battue, emprisonnée et humiliée. C'est à ce moment-là que l'affaire a explosé au grand jour et que le silence s'est transformé en cri. Alors qui a dégainé le premier, qui a osé briser le silence en premier? On ne le saura peut-être jamais. Ce qu'on sait en revanche, c'est que tous les deux ont vidé leur sac sans retenue. L'un comme l'autre ont raconté dans le moindre détail l'enfer qu'ils ont vécu, coups, humiliation, torture et violation flagrante de leurs droits humains, les plus basiques, les plus sacrés. Dans des témoignages longs, comme des confessions illustrées de dates précises, de faits vérifiables et de scènes décrites au scalpel, ils ont exposé au grand jour comment ils ont été arrêtés sans motif, jetés en prison, comme des criminels et privés de toute forme de justice. Et là, accrochez-vous, Madame Hamlaoui, comme dans un film, où le méchant entre en scène sans être invité, débarque sans gêne dans les locaux ultra sensibles de la brigade d'investigation de Beni Messous. Pas une simple visite de courtoisie, non. Elle s'y installe, impose sa loi, parle aux gendarmes comme à des subalternes sans cervelle. Elle ne demande pas, elle ordonne. Elle ne suggère pas, elle exige. Elle manipule les procédures comme si elle tenait la justice en laisse. Elle les traite comme des pions, des exécutants, réécrit les procès-verbaux, bidonne un dossier entier pour que sa version, la sienne uniquement, devienne parole d'évangile. Et tant pis pour la vérité des autres. Ce que les accusés ont déclaré ignoré, ce qu'ils ont expliqué balayé, ce qu'ils ont vécu étouffé. La réalité chez elle, c'est ce qu'elle décide qu'elle soit. Petit rappel au cas où certains auraient la mémoire courte, elle, c'est l'ancienne chef du bureau de la villa du Croissant Rouge algérien, rien que ça. Et depuis que la bombe a explosé début novembre, ça fait un mois maintenant, l'affaire Hamlaoui ne cesse de faire trembler les murs. 2 semaines après le déclenchement du scandale, notre fameux lanceur d'alerte s'est livré de lui-même. Mais attention, pas par peur, non. C'est parce qu'on lui a fait miroiter de belles promesses. Viens, présente-toi aux autorités, fais-nous confiance. Sois entendu, livre-nous ta vérité. Tu ne seras pas inquiété, parole d'État. On lui aurait même glissé que s'il avait des preuves solides, des éléments béton, montrant que Madame Hamlaoui trempait jusqu'au cou dans la corruption, les manœuvres douteuses, le trafic d'influence ou encore la dilapidation de fonds publics, alors les institutions prendraient tout cela au sérieux, mèneraient une enquête sans pitié et que, qui sait, elle pourrait être suspendue, destituée, voire traduite en justice. Tout ça, bien sûr, si on vivait dans un monde idéal. Et devinez quoi, absolument rien de tout ce qu'on lui avait promis n'a été appliqué. Je le répète, pas la moindre mesure, pas le plus petit geste. Aujourd'hui, on est le 14 décembre 2025 et nos enquêtes l'ont confirmé noir sur blanc. Yacine Ben Chatta est toujours privé de sa liberté,
Pas de passeport, pas de droits civiques pleinement rétablis, pas même la possibilité de sortir du territoire. Depuis le 18 novembre, il est cloué au sol, confiné dans un pays qui l'a convaincu de revenir pour mieux lui fermer toutes les portes. Résultat, il est piégé et officiellement libre, mais seulement sur le papier. Franchement, si ça ne ressemble pas à une prise d'otage moderne, alors on appelle ça comment? Parce qu'à mes yeux, c'en est clairement une. Comment peut-on, avec autant de sang-froid, serrer la main d'un homme, lui souffler à l'oreille des mots de réconfort, lui faire croire qu'on va écouter sa vérité, qu'on va réparer les injustices qu'il a subies, qu'on va le réhabiliter, pour au final tout balayer d'un revers de main? On lui a vendu l'idée d'un état de droit, et il s'est retrouvé dans un piège digne d'un mauvais film politique. Tous ses engagements, toutes ses promesses d'intégrité, de justice, de sérieux, ne sont que poudre aux yeux. Il a été manipulé, point final. Et qu'est-ce qu'on fait pour sceller cette trahison? On lui confisque son passeport. Non, mais sérieusement, pourquoi lui enlever le droit de partir? Ce n'est pas un fugitif qu'on a dû traquer dans une planque européenne. Non, c'est lui-même qui a pris l'initiative de se rendre volontairement aux autorités algériennes. Avant cela, il était en Tunisie. Et non, il n'a enfreint aucune interdiction de sortie du territoire. Aucune ISTN, aucun mandat judiciaire, rien du tout. Il a quitté le pays en toute légalité, protégé parce que la Constitution lui garantit comme droit fondamental. Alors pourquoi ce départ? Pour fuir la justice? Pas du tout. C'était une fuite stratégique, une mise à l'abri, parce qu'il avait compris, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que Madame Hamlaoui n'était pas une simple fonctionnaire. Elle était intouchable, couverte de la tête aux pieds, par les hautes sphères du pouvoir coconnées par les appareils sécuritaires et les cercles judiciaires du régime. Ce qu'on a vu et qu'on ne peut plus ignorer, c'est l'emprise totale que Mme Hamlaoui exerçait sur le tribunal de Beni Messou, une influence toxique presque caricaturale digne d'un mauvais feuilleton judiciaire. Quant à la brigade de recherche de la même ville, oubliez leur statut officiel, ils ne fonctionnaient plus en tant qu'agents de l'État, non. Ils roulaient littéralement pour elle comme si leur mission première était de satisfaire la moindre de ses exigences. Des enquêteurs devenus ses coursiers, ses exécutants, presque ses domestiques en uniforme. À les voir faire, on aurait cru à une sécurité privée de luxe mobilisée jour et nuit pour ses caprices personnels. Madame Hamlaoui n'a pas seulement influencé des institutions, elle les a colonisées. Elle a transformé un organe de sécurité publique en machine à protéger ses intérêts privés. Un détournement d'État, version sur commande. Franchement, posez-vous la question comment Yassine, Ben Chatta ou Hajar Zitoni auraient-ils pu rester sereins, détendus, insouciants, alors qu'ils venaient de lever le voile sur l'une des figures les plus protégées du système? Il aurait fallu être inconscient pour ne pas ressentir la peur. Leur décision de quitter provisoirement l'Algérie était tout sauf une fuite. C'était une réaction humaine logique, une pause nécessaire face au danger. Ils ont attendu, espérant un geste des autorités, une réaction juste, mais aujourd'hui encore, Yassine est toujours privé de son passeport. Pourquoi? Pourquoi ce silence persistant, cette sanction déguisée? Et ce n'est pas tout. En creusant un peu plus dans les coulisses du dossier Hamlaoui, on est tombé sur d'autres étrangetés. Tenez-vous bien, c'est la direction de la documentation de la sécurité extérieure, autrement dit le renseignement extérieur qui s'est occupé de son arrestation. Oui, le service censé gérer les menaces venues de l'étranger, pas les affaires internes. Une incohérence de plus dans une affaire qui n'en manque pas. Jusque-là, rien de choquant, rien d'anormal. Yassine était à l'étranger, donc la logique institutionnelle a été respectée, c'est bien la DDSE, le renseignement extérieur, qui a pris la main. Ce sont eux, après tout, qui sont mandatés pour gérer les affaires sensibles, hors des frontières, tout ce qui touche aux menaces étrangères ou aux intérêts stratégiques de l'Algérie à l'international. Jusque-là, le scénario suit le protocole. Mais à son retour au pays, c'est là que les choses deviennent étrangement bancales. Dès les premiers jours de sa présence en Algérie, c'est encore la DDSE qui s'est occupée de lui. Et attention, soyons justes, le traitement humain a été irréprochable. Pas de menaces, pas de coups tordus, pas d'intimidation. Mieux encore, il a été installé dans un hôtel chic à Alger, nourri, logé, écouté.
On aurait presque dit une retraite discrète version espionnage plutôt qu'une détention ou une garde à vue classique. Tout en douceur, du moins en apparence. Et voilà le hic. La DDSE, oui, ce fameux service de renseignement extérieur, n'a absolument pas les prérogatives judiciaires nécessaires pour instruire un dossier. Contrairement à la DGSI ou à la DCSA, qui elles ont le statut d'officier de police judiciaire, les agents de la DDSE ne peuvent ni rédiger de procès-verbaux, ni auditionner officiellement un suspect, ni même transmettre des preuves à un juge ou à un procureur pour initier une procédure légale. Autrement dit, ils peuvent écouter, observer, noter, mais pas agir juridiquement. Et ce n'est pas tout, ils n'ont strictement aucun droit d'enquêter sur des affaires relevant du code pénal. Ce n'est tout simplement pas leur job. Leur terrain de jeu, c'est l'ombre, l'international, l'espionnage, les missions secrètes en terre étrangère, la chasse à l'information sensible, l'infiltration de réseaux politiques exotiques. Bref, leur domaine, ce n'est pas la justice, c'est l'intelligence stratégique. Alors pourquoi leur avoir laissé un dossier aussi explosif entre les mains? Mystère ou choix calculé? Le renseignement extérieur, en vérité, ce sont les maîtres du silence, les architectes de l'ombre. Leur spécialité, récupérer, trier, filtrer l'information ultra sensible, puis direction les plus hauts sommets de l'État, le président, l'état-major et le ministère des Affaires étrangères. Ce sont les éclaireurs du pouvoir opérant loin des frontières, là où se jouent les équilibres géopolitiques. Mais attention, mener une enquête judiciaire, ce n'est pas leur terrain. Leur mission s'arrête là où commence le code de procédure pénale. Et pourtant, surprise totale, c'est bel et bien la DDSE qui a interrogé Yacine dès son retour. Pourquoi mystère complet? Rien ne colle, rien n'est logique. Selon nos infos, aucun procès-verbal n'a été signé. Et là, on se gratte la tête où est passée la DCSA, où est la DGSI, c'est à eux que revenait la suite. Car si l'enquête avait vraiment démarré, c'était du côté de la DCSA que tout devait se jouer. Et pourtant, silence radio. La bonne volonté de la DDSE ne suffit pas quand il s'agit de justice. Pourquoi tout cela aurait dû être pris en main par la DCSA? Parce que les actes de torture, les brutalités, les traitements inhumains infligés à Yacine Bada et Hadjar Zitouni ne se sont pas déroulés dans un quelconque endroit obscur, non. Tout s'est passé dans l'enceinte même d'une brigade de gendarmerie, et pire encore sous l'influence directe, voire sur ordre, de Tissam Hamlaoui. Et devinez quoi? La gendarmerie en Algérie, ce n'est pas un organe indépendant, elle relève directement du ministère de la Défense nationale, autrement dit, de l'état-major de l'armée. Donc logiquement, c'est la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui aurait dû intervenir dès le départ. C'est elle, et non la DDSIE, qui était compétente pour ouvrir une enquête. Le renseignement extérieur, il aurait simplement dû transmettre les éléments collectés à la DCSA. Même les auditions de Yacine, c'était hors champ de compétence de la DDSE. C'est la DCSA qui aurait dû entendre son témoignage, lancer les procédures et gérer l'affaire. Or ici, tout a été inversé. Volontairement ou par confusion, on vous laisse juger. Alors la vraie question, c'est qui bloque, qui sabote discrètement le processus, qui a décidé de ne pas faire son boulot. Franchement, on ne sait plus. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ça fait quasiment 1 mois que Yacine est dans le flou total. Toujours sans passeport, sans procès-verbal signé. Et pas un seul document exploitable légalement. Pire, aucun magistrat, aucun procureur, aucun juge n'a pris la peine de le convoquer, de lui parler, de l'écouter. Et ce n'est pas tout. Pendant ces 30 jours de silence judiciaire, aucune autorité habilitée en tant qu'officier de police judiciaire ne s'est approchée de lui. Personne. Nada. Le seul contact, la DDSE. Et elle, on l'a dit, a fait ce qu'elle pouvait. Mais forcément, ça laisse place aux rumeurs. Certains murmurent déjà que le général F. Moussaoui, patron de la DDSE, serait très proche de Tissam Hamlaoui. Est-ce vrai? Est-ce un hasard? Une coïncidence commode? À ce stade, on est en droit de se poser des questions. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que cette rumeur est fondée ou complètement bidon? Franchement, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce flou doit cesser. Il est temps d'exiger une enquête sérieuse, des réponses claires, pas des demi-mots ou des murmures dans les couloirs.
Et puis, soyons honnêtes, où est passée la DGSI dans tout ça? Que fait le général Hassan? Pourquoi ne convoque-t-il pas Yassine Ben Chatta? Pourquoi ne pas réclamer le dossier auprès de la DCSA, le transférer aux autorités judiciaires compétentes et faire ce qu'il faut? Pourquoi ne pas ouvrir officiellement une procédure contre Tissam Hamlaoui, l'interroger comme tout citoyen impliqué dans une affaire grave? Qu'est-ce qui bloque? Et la DCSA? Alors là non plus, je ne pige pas. Ils viennent de changer de direction, c'est tout frais. Ça tombe à pic. Une occasion parfaite pour agir. Un nouveau chef vient tout juste de prendre les rênes. Son nom, général Abbas Ibrahim. Sa nomination, il y a à peine 24 heures le 13 décembre. C'est le bon moment pour lui poser des questions. Et surtout voir s'il veut vraiment faire bouger les lignes ou juste prendre la relève sans faire de vagues. Hier samedi, Abbas Ibrahim a officiellement pris ses fonctions installées par nul autre que le général Saïd Chengriha, lui-même, le patron de l'état-major de l'armée nationale et populaire. Rien d'étonnant à cela puisque la DCSA relève directement de son autorité. A l'inverse, la DGSI et la DDSE, même si elles sont composées de militaires, répondent, elles, au président de la République. Pas de confusion que ce soit la DDSE, la DGSI ou même la DGRT, le renseignement technique, on est dans du 100% militaire. Ce sont tous des officiers de carrière, des hommes en uniforme, des profils formés dans la rigueur de l'armée. Même si certains services s'occupent d'espionnage, d'écoute ou d'opérations spéciales, ils restent des soldats. Point final. Et là, accrochez-vous, le schéma actuel des services algériens est tout sauf limpide. Une véritable usine à gaz incompréhensible pour le commun des mortels. Pourtant, à l'époque de Bouteflika, ce système fonctionnait comme une horloge. Chaque service avait sa place, ses missions, ses passerelles vers les autres. La DCSA, à l'état-major, la DGSI et la DDSE sous la présidence, tout le monde collaborait, tout était huilé. Mais aujourd'hui, on nage dans le flou. À une époque pas si lointaine, tout semblait fonctionner comme une mécanique bien huilée. Les différents services de renseignement algériens travaillaient, main dans la main, communiquaient, collaboraient, se coordonnaient. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un chef d'orchestre, une personne chargée de faire circuler l'information, d'éviter les chevauchements, de maintenir l'équilibre, un coordinateur stratégique. Mais depuis la crise politique de 2019, ce poste est devenu une légende administrative. Vacant, supprimé, volontairement enterré. Allez savoir. En tout cas, son absence se fait cruellement sentir dans le chaos ambiant. Et pendant qu'on parle de responsabilité impossible d'ignorer un nom Mahjibi, ancien général de la DC. Selon les infos, il dirigeait la DCSA à partir de mars 2023, soit précisément au moment où les actes de torture ont été commis dans une brigade de gendarmerie à Bandraï. Vous voyez le timing? Et ce que Yassine et Hajar nous ont raconté, ce ne sont pas de vagues impressions ou des rumeurs de couloir, non. Des scènes précises, glaçantes, documentées, des détails sur les violences physiques, les humiliations et surtout la présence directe, je répète directe, de Tissam Hamlaoui sur place. Elle ne s'est pas contentée de tirer les ficelles à distance. Elle est entrée dans les locaux, à hurler sur les gendarmes, à donner des ordres, exiger que les procès-verbaux soient modifiés, falsifiés, même pour que sa version passe comme vérité, et pour enfoncer Yassine Ben Chatta et Hajar Zitoni sans la moindre chance de défense. Il faut le dire clairement, la gendarmerie nationale n'a pas seulement failli, elle a été utilisée comme un instrument docile, presque aveugle. Les officiers censés représenter l'ordre et la neutralité ont été retournés, manipulés et instrumentalisés au profit de Hamlaoui. Pire encore, ils sont devenus complices, oui complices, d'un abus de pouvoir flagrant. Et dans tout ça, où est passée la DCSA, c'est pourtant elle qui aurait dû intervenir en premier en tant qu'organe sécuritaire directement concerné par des dérives au sein de la gendarmerie. Il n'y a aucune justification valable pour son inaction. Elle devait prendre en charge l'affaire, l'ouvrir l'éplucher et traduire les responsables devant la justice. Et J, à la tête de cette structure à l'époque, doit aujourd'hui s'expliquer. Il ne peut pas s'en laver les mains. Et s'il ne l'a pas fait, pourquoi ? Est-ce qu'il attendait un feu vert ? Théoriquement, le chef d'état-major peut très bien demander une enquête et même rédiger une note officielle adressée au secrétaire général du ministère de la Défense pour obtenir l'autorisation. Alors qu'est-ce qui a bloqué un oubli ? Une négligence
ou pire, une volonté de tout étouffer. Et pourtant, il existe bel et bien une inspection générale au sein du ministère de la Défense nationale avec un contrôleur général chargé précisément de ce type de dérive. Cette structure est censée ouvrir des enquêtes sur les bavures, les violations graves du règlement, les manquements à l'éthique militaire. Là encore, où est-elle? Pourquoi ne bouge-t-elle pas? La loi existe, les organes existent, mais la volonté politique, elle semble toujours aux abonnés absents. On va remettre les pendules à l'heure. L'Algérie est un état de droit, pas une zone de non-droit. Ce n'est ni un désert sans règles, ni une jungle où chacun fait sa loi. Et pourtant, rappel utile, aucun militaire, je dis bien aucun, n'a le droit de lever la main sur un civil, encore moins de le torturer, l'humilier ou lui infliger la moindre violence. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Ce n'est pas négociable. Et pourtant, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une débâcle éthique généralisée. Tout un pan des institutions sécuritaires et militaires du pays semble avoir perdu le nord. Plus de repères, plus de garde-fous. Et pendant ce temps-là, madame, ou peut-être devrais-je dire mademoiselle intouchable, est toujours là intégralement protégée. Je pèse mes mots, protégée comme sous cloche. Et même quand les rumeurs commencent à courir, quand les réseaux sociaux s'enflamment en évoquant un possible limogeage ou remplacement à la tête de l'Observatoire national de la société civile, eh bien non, tout était faux. Après vérification, aucune décision officielle, rien du tout de la part de la présidence. Silence total. Pas un mot. Depuis la fin mars 2025, Ham Hamlaoui est officiellement aux commandes de l'Observatoire national de la société civile et jusqu'à preuve du contraire, elle l'est toujours. Certains internautes se sont emballés partageant à tour de bras des clichés d'une avocate censée la remplacer à ce poste. Mais soyons clairs, aucun décret, aucune annonce officielle, aucun changement réel. Juste du buzz numérique, rien de plus. Et ce n'est pas tout. Madame Hamlaoui n'a pas seulement gardé son fauteuil à l'Observatoire, elle conserve aussi la présidence du Croissant Rouge algérien. 2 fonctions prestigieuses dont l'une relève directement des pouvoirs du président de la République. Oui, toujours elle, toujours là, intouchable, inamovible. En réalité, elle a simplement quitté la scène médiatique discrètement, sans scandale, sans mot d'adieu. Plus de sorties télévisées, plus d'interventions publiques, plus de micros tendus. Silence total. Une disparition, mais seulement des caméras, pas des institutions. Car sur le plan administratif et politique, elle est toujours bien en place à l'abri des tempêtes. Eh bien, voilà sa peine, un silence médiatique imposé. C'est la seule punition qu'on ait daigné lui infliger. Elle qui carburait aux caméras, qui multipliait les visites, dans les wilayas comme d'autres, collectionne les selfies. Toutes les chaînes de télé publiques comme privées se l'arrachaient comme une star de plateau. Elle qui adorait parader, se faire maquiller pour la lumière, déclencher le buzz avec un simple sourire instagrammable. Et maintenant, rideau, silence radio, sanction version VIP. On ne lui a ni retiré son poste, ni ouvert de procédure judiciaire. Non, on lui a juste glissé gentiment. Évite les plateaux télé, reste loin des micros, fais profil bas un moment. En clair, elle a perdu l'éclairage des caméras, mais pas une once de lumière judiciaire ne s'est posée sur elle. Et les services de sécurité muets, inactifs. Pendant ce temps, notre ami Yacine B. lui est bloqué comme un personnage non jouable. Ni passeport, ni autorisation de voyager, ni possibilité de bouger librement. Est-ce qu'il peut travailler? Même pas. Aucune réintégration au Croissant Rouge, pas un seul juge pour l'écouter. Et cela fait maintenant 1 mois qu'il vit dans une sorte de captivité douce. Parce qu'on l'empêche même de prendre la parole. On comprend pourquoi il garde le silence. Quand on vit sur le sol algérien, que chaque pas peut être interprété comme un défi au pouvoir, il faut choisir ses mots ou se taire. La moindre déclaration peut se transformer en mandat de dépôt, express avec menottes et cellules à la clé. Yacine ne parle pas non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il sait très bien ce que ça lui coûterait. Il vit dans une peur sourde constante. Un mot de trop et c'est la case prison. Alors non, ce n'était pas un rapatriement. Oh, pas du tout. Il n'y a jamais eu d'opération officielle pour le ramener de Tunisie. Le but depuis le départ était limpide, le museler. Le priver de parole, faire taire la seule voix capable de secouer le château de cartes. Tout ça pour une seule raison, protéger Ham.
Et aujourd'hui, Yacine n'est pas un citoyen libre, c'est un prisonnier à ciel ouvert. De notre côté, le travail continue. On ne baisse pas les bras, on creuse, on recoupe, on fouille pour faire sortir la vérité du brouillard. Et croyez-moi, ce qu'on a entre les mains, ce n'est pas une affaire comme les autres. L'affaire ETI, c'est le tremblement de terre de 2025. Oui, le scandale de l'année. Et sans exagérer, l'un des épisodes les plus sombres de l'Algérie contemporaine,